Salut les stars! Salut les stars! Et voilà, on est enfin de retour ensemble après 2 longs mois de séparation. 3. 3. Apparemment, ça a été plus long pour moi que pour toi. Ça fait plaisir à entendre. Bon, en tout cas, je suis ravie de te retrouver oui, en vrai. Ça fait plaisir. C'est chouette de se retrouver en vrai. Et c'est chouette de vous retrouver aussi en direct sur Facebook et tout va bien. Hein, pour une fois, tout se passe bien. Pas de bug pour l'instant. On va pas parler trop vite. Dès qu'on se retrouve ensemble, regarde comme les choses se font beaucoup plus facilement. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. J'espère qu'on est en live sur Facebook. Ça fonctionne. Eh ben, c'est pas grave, tant pis. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Après. Alors, aujourd'hui, on va parler donc des rêves. C'est la suite de notre vidéo de la dernière fois qui abordait le thème du sommeil. Donc là, cette fois, on va parler des rêves. Donc, on a la chance d'avoir un invité qui va nous rejoindre tout soudainement en vocal. C'est pour ça qu'on est nouveau sur Zoom. Il va nous rejoindre pour pouvoir nous donner son avis, ses lumières et je crois qu'il y a pas mal de connaissances en interprétation des rêves aussi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire si vous avez des rêves ou des cauchemars ou des choses un peu étonnantes, des témoignages sympas qui sont arrivés pendant la nuit, ou même moins sympas, et on essaiera de décrypter ensemble pourquoi, comment, et voir faire quelques interprétations. Alors, nous allons commencer par faire juste un petit récapitulatif en lien avec notre live de la semaine dernière. Les rêves, ça arrive à quelle période de notre cycle du sommeil? Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait discuté de tous les cycles du sommeil qu'il y avait. Et donc là, juste pour vous rappeler que le rêve arrive pendant le cycle du sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, c'est le moment en fait le plus réparateur. C'est la dernière partie de notre cycle. Et comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, plus on avance dans la nuit, plus ce temps de sommeil paradoxal augmente. Donc, en général, c'est 20 à 25% de la durée totale d'un cycle. Et en minutes, on est entre 15 et 30, voire 40 minutes, selon donc le début ou la fin de la nuit. Donc, c'est vraiment important cette période de sommeil paradoxal. Cette période-là va donc se reproduire plusieurs fois pendant la nuit. Et durant cette étape, le cerveau va générer des ondes assez rapides, proches de celles de l'état d'éveil, mais beaucoup moins régulières que celles de l'état d'éveil. C'est là où on va pouvoir bouger, on va peut-être faire des choses, les yeux qui clignotent, en fonction justement du rêve qu'on va faire, notre corps va réagir plus ou moins pendant cette période de sommeil paradoxal. Alors, excuse-moi, il y a Mario qui nous a rejoint. Hello. Hello. Et super, bonjour, bienvenue dans ce super live du rêve. Top. Alors, on a la chance d'avoir en tout cas ta voix et on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a commencé simplement en expliquant un petit peu la vidéo de la dernière fois. Et Karine faisait le parallèle avec le sommeil paradoxal. Oui. Je suis arrivé juste au moment des yeux qui clignent. C'est ça. Donc, cette période de sommeil paradoxal va donc nous amener à nos rêves, beaux ou moins beaux. Ça, c'est au choix, on va dire. Pas forcément le nôtre, inconscient en tout cas, mais celui en tout cas de notre inconscient, ça c'est sûr. Alors moi, je voulais juste vous dire une phrase que je trouve très belle et tellement vraie, qui est dans un des cours de Marcel Bianchi à Énergie et Santé, qui dit que le rêve est notre thérapeute nocturne, l'élément qui nous donne des indications sur notre état émotionnel. La notation des rêves est l'acte de décharge des tensions émotionnelles. Je trouve ça super sympa. Le rêve est notre thérapeute nocturne. Et ça, c'est tellement vrai. C'est vraiment une fonction des rêves qu'on n'a pas l'habitude de noter comme ça. Peu de personnes vont considérer les rêves comme quelque chose de positif, de faire avancer. Ou même d'important. Ou d'important, exactement.
Alors qu'en fait, ces rêves, c'est vraiment ces réparations aussi qui se réalisent sur nos problèmes de fond, justement, notamment liés à tout ce qui est de notre émotionnel. Donc, tous les nœuds lointains, tous les conflits aussi peut-être de la journée qu'on a vécu, que ce soit au travail, que ce soit personnellement. Ce rêve va reprendre et revoir tout le stress, les émotions, toutes les situations qui ont été nouvelles pour nous, tout ce qu'on a dû gérer différemment par rapport à notre quotidien, par rapport à notre routine, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Tout ça, ça va être va générer une attention particulière au niveau de notre cerveau qui va le décharger justement pendant cette période de rêve. Et tout ce qui est confronté dans la journée, nos doutes, notre manque de confiance en nous, notre peur de ne pas avoir les capacités pour arriver à faire telle ou telle chose, tout ça, toutes ces émotions-là vont justement être déchargées pendant nos rêves. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre un petit peu ce que veulent dire nos rêves, parce que ça va nous aider aussi à avancer et savoir exactement aussi sur quoi on a à travailler si on veut faire un travail sur soi et avoir un chemin de vie plus léger et avec plein de belles choses. Alors oui, comme je l'expliquais la dernière fois aussi, au niveau de notre inconscient, donc pendant la journée, on capte aussi une multitude d'informations qu'on ne conscientise pas forcément. Donc ça nous permet pendant la nuit d'évacuer aussi un trop-plein d'informations qui n'est pas forcément utile à être mémorisé. Par rapport aux différents rêves qui peuvent exister, donc on va noter en tout cas certains qui sont un peu plus connus que d'autres. Donc on va parler de rêves prémonitoires. Il y a des rêves éveillés, il y a des rêves récurrents, il y a des cauchemars qui font partie aussi malheureusement de ce qui se passe pendant la nuit. Malheureusement ou pas, parce que si on suit aussi la logique de l'évacuation émotionnelle, le cauchemar va permettre justement d'évacuer beaucoup d'émotions négatives. Il y a des hallucinations qui arrivent souvent plus en début ou en fin de cycle. Alors, ce ne sera pas forcément pendant le sommeil paradoxal, mais voilà, c'est considéré plus comme un rêve. On va plutôt parler d'hallucinations parce que c'est des choses qui vont arriver au moment où on s'endort ou au moment où on se réveille. Et donc, on a l'impression des fois d'être réveillé. Et on peut parler aussi de ce qui se passe pendant la nuit et dont on ne parle pas forcément, mais qui est très intéressant, en tout cas qui nous intéresse. Ça va être tout ce qui est lié aux éventuelles possibilités de sortie de corps. Est-ce que finalement, quand on dort, notre âme, ou qu'importe comment on l'appelle, notre énergie vitale, ou est-ce que quelque chose quitte notre corps? Donc ça va être quelque chose dont on va pouvoir discuter aussi. Et il y en a qui parleraient également de rencontres avec des esprits pendant la nuit. Voilà. Donc, on n'a pas voulu mettre de côté ces deux sujets parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est clair. Et c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu, même s'il y a peut-être une explication très concrète, ben, on aimerait bien l'entendre. Et il y a sûrement des explications plus scientifiques, plus concrètes et d'autres plus ésotériques, dont on n'a pas forcément trouvé encore d'explications scientifiques, mais qui valent aussi le coup d'être écoutées, et nous, en tout cas, qui nous passionnent. Des personnes disent aussi que certains rêves peuvent être des messages aussi de notre moi dans le futur, qui vient aussi nous avertir de ce qui va nous arriver aussi dans le futur, pour qu'on puisse aussi se préparer quelque part psychologiquement à accueillir justement ce futur éventuel événement. Et ben, comme quoi, il s'en passe des choses pendant la nuit. Hein. Qu'est-ce que c'est bien la nuit? C'est presque encore mieux que la journée. Même en faisant rien, en fait, au final, on se rend compte qu'on fait plein de choses. Il se passe beaucoup de choses, oui. Mario, est-ce que ce serait possible, peut-être que tu nous fasses une petite présentation? Donc, on a expliqué qu'on aurait un invité surprise et qu'on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es et comment tu vas intervenir ce soir? Oui, d'accord. Donc, j'exerce plusieurs fonctions ou plusieurs professions. Ben, disons que celle qui nous intéresse là, ça va être plutôt du côté, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme, le chamanisme, dans les pratiques dites spirituelles. Donc, tout ça demanderait à définir parce que ça englobe énormément de choses. Dans ma pratique, le rêve est aussi un outil de travail de l'autoconnaissance. Donc, tout ce que vous avez dit, effectivement, même dans ce domaine-là, est connu.
Il y a encore un autre type de rêve duquel vous n'avez pas parlé, qui va être essentiellement exploité dans ces pratiques de développement personnel. C'est ce qu'on va appeler le rêve indicateur. C'est un peu comme un tableau de bord dans une voiture, et puis qui fait que relater l'état de ce qu'il est censé relater, donc l'état de la mécanique, l'état de l'huile, d'essence, etc. Donc, chez beaucoup d'entre nous, on fait ce type de rêve, mais on ne sait pas trop où le caser, ou bien souvent ils sont interprétés sous d'autres grilles de lecture. Et du coup, en fin de compte, au niveau de ce que ça donne comme indication, c'est toujours des espèces d'approximations. Donc, dans certaines cultures, c'est peut-être travaillé, et puis ailleurs, c'est un type de rêve qui est complètement ignoré. Et bien entendu, il y a tout ce qui concerne la sortie astrale, le rêve éveillé, la préparation au rêve éveillé, tout ce genre de pratiques. Et c'est aussi des pratiques qui sont beaucoup développées étonnamment dans certains types de chamanisme et aussi dans certains types de pratiques yogiques. Entre autres, ce qu'on connaît le plus, je dirais, de termes, mais pas forcément de pratiques, qui est le fameux yoga nidra, le yoga des draps, hein, yoga nidra. Donc c'est le yoga du sommeil, ou autrement aussi le yoga du rêve. Au début, c'est quelque chose qui est pratiqué en position assise, mais par la suite, une fois que le praticien ou la praticienne a un peu avancé là-dedans, ça se pratique en position assise, donc en méditation et en rêve. Et les états les plus avancés, c'est que même l'état de sommeil finit par devenir un rêve conscient. Ce qui veut dire que le yogi qui a perfectionné cette voie, cette démarche, au final, il n'y a aucun moment de ces 24 heures où il dort réellement. Donc, soit il est dans un état de rêve conscient, il fait la nuit, où il va dormir quelques heures ou plus, mais il y a quand même cette conscience qui reste constamment là. Et pour cela, ça veut dire que tout le chaos non géré, je dirais, de notre esprit duel, c'est ça qui génère cette tension, donc le oui, le non. Et il y a une tension qui est là constamment. Et c'est ça qui va faire que toutes les perceptions de la journée, mais vraiment toutes, donc auditif, olfactif, gustatif, intellectuel, c'est une charge d'information qui est tout juste énorme, et que effectivement une partie va être traitée par notre cortex, par notre cerveau durant notre sommeil. Mais tout ça se fait sous forme automatique, donc on n'en a pas conscience ni aucune volonté là-dedans. Mais des yogis et d'autres, je dirais, personnes qui ont travaillé à l'auto-évolution ont pu trouver des clés pour travailler ces aspects-là de manière volontaire et consciente. Quand tu parles de clés, c'est des interprétations de ce qui se passe symboliquement dans un rêve? Alors, l'interprétation symbolique d'un rêve, c'est très délicat et très problématique, tout simplement parce qu'il y a toujours une grille de lecture, une chablon de lecture qui se réfère à une culture ou à une époque. Ce qui fait que l'interprétation, elle est toujours, si j'ose dire, un peu bancale. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien peser ces mots lorsqu'on fait une interprétation de rêve. Mais avant de rentrer dans l'interprétation, déjà, c'est de s'orienter dans quel type de rêve je suis. Parce que si c'est des rêves, je dirais, de structuration, de restructuration, ce que tu en as parlé tout à l'heure, où c'est toutes les influences de la journée qui sont commencées à être travaillées par notre esprit pendant qu'on rêve, donc ça donne des rêves chaotiques, un peu qui sortent de l'ordinaire, ou des situations où on est poursuivi, où c'est nous qui poursuivons. Là, on est en train de gérer nos petits soucis internes. Donc là, il y a
l'interprétation, on peut dire ce qu'on veut, ce sera de toute façon faux, et ce qu'on veut aussi, ce sera de toute façon juste, parce que voilà, c'est brasser de l'air, ça n'a pas de sens. Juste, tu es en train de régler tes problèmes de la journée. Ok. Donc, voilà, ça, c'est des rêves qui sont intéressants pour se faire un peu de sous par rapport aux gens qui ont envie de voir des gens spéciaux. Donc, tu veux dire que tous les rêves n'ont pas forcément besoin d'être interprétés, au fait. C'est juste Non, les nettoient. voilà, c'est pourquoi tu fais pipi à 12h30 et pas à 3h d'après-midi. Voilà, tu peux interpréter ça. Ouais. Ça a la valeur que ça, mais c'est pas, en tant que tel, c'est pas intéressant. Maintenant, si on essaye de comprendre pourquoi ton pipi est vert, là, c'est plus intéressant. Oui, là, en général, il faut aller consulter rapidement. Ouais, là, effectivement, c'était un petit peu. Voilà, là, c'est que c'est déjà mal barre. Avec les rêves, c'est un peu pareil. Donc, on a d'abord besoin de classer les rêves dans les bonnes catégories. À savoir, les rêves, c'est tout simplement une restructure de tout le tas d'informations qu'on a eues de la journée. Après, il y a les rêves prémonitoires, c'est une autre catégorie de rêves. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait cité des qui étaient assez intéressantes. On a la catégorie. Pardon? Les rêves éveillés, qui sont quand même une bonne partie des rêves et qui sont de plus en plus connus, on va dire. On en parle de plus en plus. Il y a des techniques pour se réveiller dans Oui, son rêve. Il y a... tout à fait. Mais ça demande notre intervention. Ouais. À savoir, il y a des gens qui vont faire naturellement des rêves éveillés. Ils ont besoin de rien. Ils croient que c'est tout le monde qui fonctionne sur le même modèle. Mais non. Après, il y a des gens qui auront plus ou moins des aptitudes pour apprendre à faire des rêves éveillés. Mais là, on est dans une pratique volontaire. Essayons de voir les pratiques où ça se passe naturellement. Là, les cauchemars, par exemple, qui se font naturellement. On a des rêves aussi qui sont des rêves thérapeutiques. Donc, on va vivre des histoires qui sont là soit pour nous indiquer une direction à suivre, soit pour nous inviter à une grille de lecture qui va être cadrante par rapport soit à une situation réellement vécue il n'y a pas longtemps, soit à un modèle de comportement récurrent, plus ou moins conscient, mais que si je commence à travailler dessus, dans le rêve, je commencerai à faire remonter ce qui est lié à cette problématique. Et souvent, c'est en forme imagée. Par exemple, Freud, lui, tout ce qui est un peu cylindrique, c'est un zizi, et ainsi de suite. Donc, il y a une partie de bon sens là-dedans, mais tout ne tourne pas autour du zizi. Donc, il y a des rêves qui vont plus loin. Il y a des rêves aussi où on peut être amené à être en contact avec ce qu'on pourrait appeler des esprits ou des entités. Et ça, il y a une réelle communication qui se fait. Il y a des rêves indicateurs de notre état. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme rêve? Quand on fait des rêves récurrents, c'est-à-dire depuis très longtemps, il y a un thème qui revient très très souvent dans nos rêves et qui amène toujours à peu près, je dirais, les mêmes conséquences après dans la journée. Dans quelle catégorie on les place, ces rêves récurrents? Là, on est plutôt dans un rêve thérapeutique. Autrement dit, alors thérapeutique, c'est quelque chose de large. Là, on a notre subconscient qui essaye de renvoyer une information à notre conscient, mais par contre, l'information, elle est teintée sur le modèle dont notre subconscient fonctionne, où ça va être les infos premières qu'il a pu acquérir durant l'enfance et leur donner un certain sens pour le petit enfant. Et du coup, il va garder cette image et nous la renvoyer à la figure jusqu'à ce qu'on comprenne où il est notre souci, où elle est notre tension. Et souvent, ce genre de rêve, la tension, elle est à chercher dans nos comportements inconscients, qui finissent par se manifester dans le quotidien, mais ce qui donne l'énergie ou la dynamique à ce comportement, ça reste assez inconscient pour la personne. Donc, elle ne saura pas forcément faire le lien. Là, on va
essayer de comprendre l'imagerie générale vers quoi elle tend. Donc, ce n'est pas une histoire de détail, mais c'est vraiment la dynamique du rêve. Si tu as un exemple à me donner, je peux essayer de regarder ça. Alors oui, j'en ai un. C'est me concernant. C'est-à-dire, moi, depuis toute petite, quand je rêve à l'eau, euh, je suis sûre que dans les 24-48 heures grand maximum, il va arriver quelque chose de mauvais, on va dire. Donc, Oui, et ça arrivera à la personne qui est dans l'eau. Donc, oui, si c'est moi d'accord. qui suis dans l'eau, je sais qu'il va m'arriver quelque chose dans les 24-48 heures. Si je vois ma mère, si je vois mon fils, ma fille, un copain, etc. Et ça, l'importance, on va dire, de ce qui arrive est en lien aussi avec la couleur de l'eau. C'est-à-dire, si c'est une eau Oui, claire, en général, je sais qu'il va arriver un truc, mais pas trop grave, voilà, qui sera facilement gérable. Par contre, dès qu'il va y avoir de l'eau très noire, très foncée, là, je sais qu'il faut que je m'attende à un quelque chose de grave, de lourd. et ça, j'ai ça depuis des années, des années, des années, des années. Et ça ne Oui, loupe jamais. C'est-à-dire que dès que je rêve à l'eau, il n'y a pas une fois où j'ai rêvé à l'eau et je me suis dit, ah bah tiens, c'est bizarre, finalement, il est rien arrivé. d'accord. Alors, ça fait partie plutôt de la catégorie des rêves prémonitoires. Euh, ils n'ont pas tous la même forme. En plus de ça, les éléments, donc terre, eau, air, feu, c'est des éléments qu'on peut plus ou moins percevoir ou ressentir leurs existences, amènent aussi, je dirais, une énergie, une charge et une signification. L'eau, en l'occurrence, par exemple, ben, elle est liée à la sexualité, entre autres, en général. Et puis, elle est liée aussi au mouvement et à la dynamique. Toi, ton esprit, pour X raisons, ben, aussi, je fais une petite parenthèse dans certaines pratiques, que l'eau est aussi un vecteur pour déplacer la conscience. Donc, on peut amplifier un état de conscience modifié en utilisant l'eau. Hmm. Il y a des manières pour ça. Donc, pour une raison quelconque, euh, pour toi, le rêve est devenu a une double fonction, ce type de rêve. D'un côté, c'est un rêve qui est prémonitoire. Après, il faudrait voir, mais ça aurait été bien de regarder en détail, si on peut trouver chez toi un rêve indicateur. Et puis après, c'est de faire un lien, si entre l'indicateur et le prémonitoire, il y a un lien ou pas. Pas forcément, toujours. Du coup, ben, l'eau, c'est un peu ton interface qui dit, voilà, si je te présente de l'eau, donc l'esprit inconscient, si je te présente l'eau, c'est qu'il y aura un événement qui va se matérialiser dans le monde phénoménal. Mhm. Et un indicateur en plus, ben, c'est la qualité de l'eau. Plus elle est propre, plus c'est léger, moins elle est propre, plus ça risque d'être lourd. Voilà, donc là, on est dans la catégorie des rêves indicateurs. Et l'interface, ben, c'est l'eau. Ok. D'ailleurs, au fil des années de ton expérience, ben, tu es arrivé de toi-même au résultat. Au clair veut dire quelque chose de léger, au plus elle est polluée ou sale, plus on est dans quelque chose de lourd. Voilà, donc, Par rapport au niveau d'eau. C'est-à-dire, si j'ai de l'eau que jusqu'au genou, que jusqu'à la taille, si je suis complètement dans l'eau jusqu'au cou, si, ça aussi, c'est à chaque fois, ça a comment dire, une importance, une signification ouais, par rapport à l'importance après de l'événement derrière. alors ça va dépendre de toi parce que le même rêve chez une autre personne, il va pas forcément fonctionner comme un rêve prémonitoire, l'eau. Donc, il y a des gens qui vont rêver d'eau, mais ça renvoie à toute autre chose. Il se peut que pour les autres, c'est un rêve indicateur, mais ça ne renvoie pas à ce qui se passe dans le monde phénoménal, mais plus à ce qui se passe dans la personne. Et qu'est-ce C'est qui pour fait ça. que des personnes ont des, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une facilité, j'en sais rien, à avoir ces rêves prémonitoires? Qu'est-ce qui génère ça?
Alors, on peut imaginer plein de choses, karma, génétique, enfance, lignée familiale. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, beaucoup de gens bidouillaient dans la sorcellerie et tout un tas de trucs jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et maintenant, ça commence à revenir un peu. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que ce qu'on appelle la magie ou le paranormal, c'est quelque chose qui fait partie intégrante et intégrale de l'humain, qui a toujours été là. Et jusqu'à l'arrivée des religions monothéistes qui ont combattu ça, ben, c'était monnaie courante dans toutes les civilisations. Et ça fait partie de la science, de la vie. Et effectivement, plus on s'intéresse, plus on touche à ce genre d'histoire, plus on laisse l'espace à notre subconscient et à notre conscient d'accepter un autre type de réalité. Et du coup, il va plus facilement vibrer en tant qu'émetteur et récepteur de ce type d'information. Mais pour de vrai, il n'y a rien de paranormal dedans. C'est juste naturel, mais c'est plus exacerbé chez certaines personnes ou d'autres. Et après, pour la différence, ben regarde, on a tous une tête, mais là, on a tous une gueule différente. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi certaines personnes savent jouer de la musique, d'autres planter des clous plus facilement que d'autres? Je dirais que c'est pas très intéressant d'aller chercher le pourquoi, parce que chaque personne est différente, mais par contre, c'est de repérer ce qui fonctionne chez moi, et si ça ne me fait pas peur, de le travailler, de le développer déjà pour mon propre profit, et puis pour le profit des gens qui m'entourent et de ceux qui sont plus loin. Oui, alors pour ça, je pense qu'on aura besoin aussi de quelques clés, comme tu disais avant, ou en tout cas d'un minimum de connaissances sur comment fonctionne un rêve et comment on peut s'en rappeler. Je me permets de lire un commentaire de Tequila qui nous regarde et qui a un rêve récurrent, justement. Il Oui, dit, je rêvais que je devais dormir et que j'étais dans mon lit, mais il y avait un être lumineux assis sur mon bureau. Donc c'était quand il était enfant, hein. Je demande à ma mère qu'est-ce qu'il fait et elle me dit qu'il me surveille et qu'il surveille que je dorme correctement. oui. C'est mignon. C'est un rêve qu'il faisait quand il était enfant. Alors est-ce que ça aussi, est-ce que c'est une invention de l'esprit? Est-ce que finalement c'est... Alors, si on regarde ça du côté scientifique, oui, c'est une pure invention de l'esprit. L'enfant, il devait se sentir un peu seul, puis il s'invente ce genre d'histoire. Ça, c'est le côté scientifique aussi. Si on regarde du côté un peu paranormal ou spirituel, ben, on peut regarder ça aussi comme étant une entité qui veille à l'enfant. Alors maintenant, entité, c'est tout un monde, hein. Il y en a qui vont des taxer d'anges, de démons, d'esprits, de succubes, etc., etc. Enfin, le monde du rêve, il est peuplé de créatures sympathiques, moins sympathiques et neutres. Euh, et puis tout ce beau monde-là, là, je vous embarque un peu loin. Si je vais trop loin, n'hésitez pas à me le dire, hein. Nous, ça va aller, je Nous, pense. nous, ça va très bien, hein. Ça avec grand plaisir. D'accord. Donc tout ce monde, toute cette dimension qu'on va appeler l'astral est peuplée d'entités qui sont bien là, qui vivent comme si c'était un monde parallèle, particulièrement chez les enfants jusqu'à l'âge d'à peu près une moyenne 8 à 15 ans. Euh, il y a une espèce de super réceptivité et on a, au niveau de notre esprit et notre cerveau qui est en développement, d'un côté, on n'a pas les conditionnements de l'adulte, donc c'est l'imaginaire, il est beaucoup plus ouvert. Donc notre connexion, je dirais, à d'autres plans de conscience, il est plus fluide chez l'enfant. C'est pour ça que les enfants, ils voient des bestioles, ils voient des entités, ils voient des lumières, ils voient des trucs pas sympathiques. C'est tout simplement parce qu'il y a cette ouverture. Et dans cette ouverture, maintenant, si on rajoute des émotions, des éléments émotionnels, la peur que les parents se quittent, euh, des problèmes avec le père, avec la mère, avec un frère, l'arrivée d'un frère, la mort de quelqu'un, le départ, enfin tout ce qui peut perturber l'émotionnel d'un enfant, ça va exacerber en quelque sorte cette connectivité. Et à partir de là, cet accès va être ouvert si les parents
je dirais, sont des citoyens corrects et bien religieux, ils vont dire que c'est des diableries, ils vont l'emmener chez le psychopédiatre pour essayer de mettre de l'ordre. Si les parents sont des espèces de gens un peu chelous et puis qui croient aux petites fées, ben, ils vont accompagner l'enfant et puis cette capacité, n'étant pas censurée, elle reste. Elle peut s'endormir ou elle peut se réveiller plus tard ou elle reste en continu. Et si elle est travaillée encore de manière volontaire, ben, l'enfant va développer, donc il ne sera plus un enfant, à partir de là il aura grandi, mais il va développer d'autres aptitudes psychologiques et sensorielles, ce qui veut dire qu'il aura une ouverture, une vision du monde beaucoup plus élargie, donc moins rentrant dans des structures, qu'elles soient étatiques ou religieuses. Ces gens-là, on les aime pas trop, hein. Habituellement, ils sont cramés. Maintenant, l'époque a un peu changé. Euh, et puis, ils auront accès à ce que pour la majorité des gens va être appelé par des pouvoirs paranormaux. Et des fois, ils sont flippants et des fois, ils sont sympathiques. Et alors, Voilà. je vais me permettre de faire l'avocat du diable. À quel moment on peut justement dire finalement que c'est une sorte d'ouverture d'esprit sur un monde parallèle et que c'est pas plutôt une fuite dans l'imaginaire pour fuir une réalité qui est émotionnellement trop inconfortable? Alors, je vais te retourner la question, c'est quoi la différence? Alors, bien fait de poser la question. non, mais il y a, il y en a un qui va être catégorisé de connexion divine, paranormale, et il y a l'autre qui va être catégorisé de maladie mentale, de maladie psychologique. Mais selon d'où tu regardes, c'est le même processus, c'est juste son orientation. Et pour celui qui est dans ce qu'on appellera la fuite, ben, c'est, en tout cas chez l'enfant et même chez l'adulte, ben, c'est tout simplement que c'est l'outil le plus adéquat sur le moment pour lui qu'il a trouvé pour fuir là-dedans. Après, ça peut être les drogues, ça peut être la boulimie, ça peut être le sexe, ça peut être la violence, ça peut être la télé, ça peut être le sport aussi, ça peut être les belles bagnoles, ça n'en finit pas. Donc voilà. Et là, le petit avantage ou inconvénient, c'est que la personne, elle est avec elle-même et puis ses entités. Là, ce qui est bien, c'est de cadrer tout ça pour donner une orientation qui soit constructive au final pour la personne. Même celle qui fuit ces tensions là-dedans, ça peut devenir quelque chose qui va devenir constructif et avec le temps, quelque chose de rentable et qui va venir soigner la personne de ce qui a fait qu'elle a choisi ce type de mécanisme. Alors, je suis assez OK, d'accord avec ça, même si le but, c'est pas forcément de donner mon avis. Hein. Comme je dis, je fais l'avocat du diable, je dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est pas du Oui, tout mais la vidéo. Par contre, du coup, j'ai oublié ma question. Voilà, à force d'essayer de me justifier. Mais non, je partais du coup de ce principe de juger un peu cette vision-là et finalement de se dire que c'est quelqu'un qui essaye de fuir. Bon, bah, la réponse est assez juste. disons comme Fuite. oui, Oui, comme ça dans les là, je sais plus comment on appelle ça dans la science des formes. Chaque forme a une vibration. Donc, chaque forme a un effet sur l'espace et chaque forme a un effet sur les êtres vivants qui sont autour de cette forme. OK. Donc, notre corps, il a une certaine forme et cette forme a une certaine influence sur son milieu extérieur Oui. qui se manifeste de mille et une manières. Si on prend un triangle, il va avoir une autre énergie, il va avoir une autre influence sur son milieu extérieur. Maintenant, lorsqu'on étiquette quelqu'un, admettons un schizophrène, donc, là on est purement dans du pathologique, parfois récupérable, parfois pas, mais le simple fait d'étiqueter la personne de schizophrène et d'avoir cette connotation qui, en plus est du schizophrène, est négatif plutôt, ben, c'est un peu comme si on enfonçait la personne dans sa schizophrénie en plus. Parce que l'étiquette, le nom, la forme qu'on y met dessus,
ça la confirme et ça la garde dedans. Maintenant, si on parlait de quelqu'un qui a des visions, on a des saints qui ont des visions, on a des fous qui ont des visions, ben là, on est dans quelque chose de neutre. Maintenant, ces visions-là, si c'est des visions qui sont dangereuses pour la personne et pour son entourage, ben elles vont être cadrées de manière qui va avec. Et si c'est quelque chose qui est ni dangereux pour lui, ni pour son entourage, et au contraire, des fois, il y a des infos intéressantes, ben on va le cadrer différemment. Mais dans les deux cas, on a un schizophrène. Donc, les mots ont aussi leur charge énergétique. Et selon le mot qu'on taxe, ben c'est pour ça qu'on va faire un bon sort ou un mauvais sort. Et un sort, c'est quoi? C'est avant tout une intention et des mots qu'on va prononcer. Hein, le sortilège. Tu as réussi à répondre à la question sans que je réussisse à la poser. Merci. Il y a Frédéric qui nous dit justement, tu parlais donc de la puissance des formes et de leur impact énergétique. Donc il nous dit qu'on peut utiliser cette pratique en géobiologie et que c'est de la formologie. C'est de la quoi? Formologie. Formologie, ok. Ça te parle? Oui. Et il y avait Tequila qui nous parlait de la fin de son rêve. Alors effectivement, il se recouche. Mais comme il n'a pas confiance forcément dans cette entité, il regarde encore pour voir ce qui se passe. Et là, l'entité ou l'être de lumière se lève, commence à le chatouiller. Et il dit que quand il se réveille de ce rêve-là, il se réveille et il se retrouve au bord de l'asphyxie, comme si justement il avait vraiment été chatouillé, quoi. Donc, alors, est-ce que chatouiller dans le bon sens ou chatouiller dans le mauvais sens? Je veux dire, quelle est son émotion? Ça, c'est aussi important de voir parce qu'une asphyxie peut être vécue comme agréable ou comme extrêmement désagréable. Alors, n'hésite pas à nous répondre, Tequila, si jamais tu en as envie. Et effectivement, oui, là, c'est intéressant de voir, est-ce que c'est l'asphyxie qui lui a procuré le rêve ou est-ce que c'est le rêve qui a fait en sorte… Qui a enclenché l'image de l'asphyxie. Là, ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, ben, c'est d'observer en faisant des mesures la personne durant son sommeil. Néanmoins, malgré tout ça, même si on n'a pas d'instruments, je dirais, médicaux et autres, la personne peut aller faire une démarche, ce qu'on appelle, je dirais, dans le système, une démarche de récapitulation. Donc, en quelque sorte, c'est une technique qui consiste à remonter le temps pour arriver à essayer de trouver le moment du début du rêve. Et à partir de là, il se passe un déclenchement et il y a quelque chose qui change. Une fois qu'il a intégré ce qui est lié au rêve. Ok. Alors apparemment, il nous dit que c'était extrêmement désagréable parce qu'il ne pouvait plus respirer. Oui, d'accord. Alors là, on a quelque chose qui est paradoxal parce qu'en apparence, on a une entité qui veille sur lui et puis une autre qui, on dirait, la même qui veut le supprimer en l'étouffant. Là, je ne vais pas trop en parler, mais qu'il aille regarder un peu du côté de sa petite enfance, de grailler un peu et puis de voir ce qu'il ressort. Je ne sais pas s'il ou elle a fait déjà un travail à ce niveau. Je sais pas. Alors, sinon, partager, pourquoi pas, mais sinon… Disons que le but là, c'est pas de faire de la thérapie personnelle. Voilà, on donne tous des grandes lignes. Voilà, je veux bien me servir des exemples qui sont donnés directement, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça, c'est personnel. Ouais. Bon, bah merci en tout cas pour les réponses. Puis merci Tequila pour ton pseudo déjà. Et puis, oui, et puis pour ton partage. Au niveau, moi j'aurais juste une question sur nos types de rêves, par exemple. Si on rêve de personnes décédées, où on voit justement qu'on discute avec elles, qu'on refait peut-être des événements passés ou carrément créer des nouveaux événements ensemble, ça ramène à ce que tu disais, parler justement à des entités ou Là, on est dans deux types de rêves. On a
avec les morts, surtout si on les a connus. Donc, on a le côté tout simplement souvenir, des vieux souvenirs qui remontent. Donc, là, il n'y a rien à chercher de particulier. On aura beau chercher, mais on ne trouvera rien. Et puis, il y a d'autres où, effectivement, il y a une communication. Donc, là-dedans, ça peut passer dans le thérapeutique ou le prémonitoire. Le thérapeutique, ça veut dire que on est en train de régler quelque chose avec la personne d'une manière ou d'une autre. Et le prémonitoire, c'est que de ce rêve, on ressort avec une info qui nous sera utile. De quelle manière? C'est très varié, mais qu'on aura une utilité. Et qu'en prémonition aussi, il peut y avoir un parent qui, à chaque fois qu'il apparaît, il y a quelqu'un qui meurt quelque part. Donc, ça arrive aussi. Hein, donc, c'est le parent qui dit tiens, il y a un machin qui revient nous rejoindre maintenant. Il n'y a pas de dire comme ça, mais le simple fait d'avoir la personne, on sait qu'il y a quelqu'un qui va passer de l'autre côté. Donc là, on est dans les prémonitoires. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une clé de lecture universelle pour tout le monde. Si vous vous référez aux clés de lecture européennes, vous aurez déjà, rien qu'en Europe, je dirais de chaque quartier de gitans, ils ont une autre manière de lire les rêves. Il y a toujours des choses qui se retrouvent ici et là. Mais voilà, ça change. Vous changez de continent, les grilles de lecture changent complètement. Un rêve qu'on vous aura interprété d'une manière dans ce pays, dans un autre pays, vous l'interprète complètement à l'opposé. Oui, qui a raison. Voilà, donc c'est pour ça que avant de commencer d'interpréter les rêves, c'est important de savoir dans quel rêve on est et après de voir déjà, de donner quelques lignes indicatrices par rapport à ce que ça pourrait être comme rêve. Et après, c'est de voir un peu l'historique de la personne pour voir où cadrer ce rêve. Donc, c'est pas très évident. Et en plus de ça, il y a quelque chose à ne pas perdre de vue. C'est que le rêveur ou la rêveuse, son rêve prend consistance ou matière une fois qu'elle a eu le retour de l'extérieur. Alors là, je m'explique, parce que ce n'est pas un absolu. Si moi-même j'ai mes clés pour mes rêves, je n'ai pas besoin d'un regard extérieur parce que je deviens mon propre regard. Donc, une fois que j'ai pu donner un sens au rêve, le qualifier, il se réalisera tel que moi je l'ai qualifié et analysé et vu ou interprété, pour dire plus simple. Maintenant, si je n'ai pas ces clés de lecture de moi-même, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Et la première personne à qui je soumets mon rêve et qui me renvoie une interprétation, à 99, allez, je vais être un peu plus indulgent, à 90%, c'est ce qui risque de se réaliser ou d'aller en tout cas dans cette direction. C'est un peu comme si le rêve ne s'actualise qu'au travers du regard de l'autre. C'est pour ça que des diseuses de bonne aventure ou bien des gens qui interprètent les rêves sont aussi bons, surtout si c'est les premiers à avoir reçu le rêve. S'ils sont les deuxièmes, ils seront tous pas très bons. Parce que la première personne qui aura donné son avis, c'est elle qui va cristalliser ce que va devenir le rêve. Sauf si le rêveur va voir quelqu'un d'autre que lui estime être super qualifié, que l'autre a un gros chapeau pointu avec plein de petites étoiles, des plumes un peu partout et qui parle un peu bizarrement et puis que des fois il se nettoie le nez parce que X raison. Là, il y a cet effet d'impressionner qui va faire qu'effectivement, il peut y avoir une deuxième cristallisation qui va se faire au travers de cette personne. Si vous regardez tous les diseurs et diseuses de bonne aventure, lorsque vous rentrez chez eux, wow, vous changez de monde. Je dirais toute la mise en scène qu'il y a, la robe de gitane, des plumes, des machins. C'est une manière inconsciente. Il y en a des gens qui le font consciemment, ils sont plutôt rares, mais la grande majorité, c'est juste un style qui est mis en place inconsciemment pour avoir l'effet, je dirais, de subjugation sur la personne qui rentre chez vous pour la première fois ou chez ce type de personne.
Ok, donc si j'entends bien, c'est finalement l'avis de la personne qui va avoir ce style un petit peu imposant, qui va cristalliser ou qui va rendre réelle l'interprétation. Et Disons que, oui, alors, c'est pas qu'il va rendre réel. Si le rêveur a présenté son rêve à quelqu'un, genre à sa mère, ou à sa copine, ou à sa femme, c'est déjà la première cristallisation, c'est le retour de cette personne. Mais si tout frais encore, le même jour, il va voir quelqu'un qui est soi-disant, qui travaille dans ce domaine, il y a plus de chances que l'autre prenne le dessus. Hein, c'est dans ce sens-là. Mais s'il va voir directement la sorcière ou le sorcier ou la diseuse de bonne aventure, ben là, c'est garanti, c'est ça qui prend le dessus. Après, il peut raconter son rêve à qui il veut. Ce qui va primer, c'est ce qui a été dit la première fois. Donc, si j'ai un conseil à vous donner par rapport aux rêves, ne racontez pas vos rêves au premier venu. En ok. tout cas, le premier impact, le premier, je dirais, le premier avis d'un rêve, trouvez-vous quelqu'un que vous estimez être réellement qualifié. Après, vous pouvez le raconter à qui vous voulez. Ok, parce qu'on a pas mal, on a regardé un peu les bouquins et c'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins qui donnent quelques clés d'interprétation. Alors après, c'est dans des très grandes lignes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, c'est comme ça avec tous les bouquins qu'on a sur les rêves. C'est un doux mélange des deux phénomènes suivants, qui est d'une partie ce que la personne a étudié, donc ce qu'elle a appris chez des autres auteurs, et l'autre partie, c'est un peu l'inconscient collectif qui traîne dans la région de la personne, et la troisième, ben, c'est un peu l'expérience de la personne, si elle en a. Il y a des gens qui interprètent des rêves, mais qui n'ont pas d'expérience en tant que telle eux-mêmes. Ils ont appris beaucoup de choses et à force de les répéter, d'observer, ben, ils ont installé des protocoles et des règles. Est-ce que le fait de donner des interprétations différentes des rêves, justement, ça peut influencer sur la façon dont on va réagir après? Ça peut le faire, oui, tout à fait. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça a tendance à ancrer, à cristalliser le rêve. Donc, nos réactions vont tendre vers cet état-là pour actualiser, réaliser le résultat du rêve. Donc, oui, ça influence énormément. De là, dans beaucoup de traditions, les rêves, ils ne sont pas racontés à n'importe qui. Ok. Du coup, par exemple, si je fais un rêve et que quelqu'un me dit « Oh, c'est un super rêve, il va t'arriver des belles choses, entre guillemets, etc. » Du coup, je vais être joyeux, je vais être content et peut-être que du coup, je vais passer une bonne journée, je vais… Effectivement, Qu'est-ce qui s'est passé? il n'y a plus personne. On n'a plus personne. Alors, on a une petite coupure d'écran. Moi, je vous vois, tout Tu fonctionne me vois, normalement. Bon, bah, alors, tant nous, mieux. on n'a plus rien. Pardon, voilà. Oui, je disais donc, et du coup, ça va influencer notre journée où on va être joyeux, on va être positif. Alors que si quelqu'un nous dit, ah ben non, ce rêve, fais attention, il risque de t'arriver des choses. Du coup, peut-être qu'on va pas être bien la journée et qu'effectivement, il va nous arriver quelque chose, mais aussi parce que quelque part, notre comportement aura créé ça. Ah, absolument, absolument. C'est pour ça que, une fois de plus, les rêves qui vous paraissent importants, ne les racontez pas à n'importe qui, parce que selon l'état déjà du moment de la personne, l'expérience de la personne, la culture de la personne, la relation que vous avez avec la personne ou vous n'avez pas, peut effectivement vous influencer non seulement dans votre journée, mais dans toute votre vie par rapport à une interprétation si elle n'est pas correctement faite. Et puis ça peut nous l'ancrer en plus. Ça me rappelle Oui, une discussion que j'ai vue sur Facebook, justement, où il y a une personne qui s'inquiétait de rêver de perdre ses dents. Et du coup, il y a eu une discussion qui était assez intéressante, mais qui est partie un peu presque en bagarre, parce qu'il y en a qui affirmaient que ça voulait dire que quelqu'un allait mourir, et il y en a d'autres qui affirmaient que ça voulait dire l'inverse. Et au fait, ça dépend de la première interprétation qu'on entend, ça va nous ancrer l'information. absolument. Et si ça se trouve, la personne, elle s'est retrouvée après dans le coma. Ni elle est morte, ni elle n'est pas morte. C'est Vu qu'on a eu les deux en même temps qui se bataillaient. Donc, oui. ça fonctionne comme ça, effectivement. Alors, juste par curiosité, la perte des dents, justement. Parlons-en, tiens. C'est, Sors ton chapeau et dis-nous ce que tu en penses. Alors, on va procéder.
là, je ne vais pas vous donner une interprétation parce qu'il y en a mille et une. Par contre, je vais vous donner des clés d'interprétation. C'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant d'apprendre à ouvrir une porte que d'ouvrir à chaque fois pour quelqu'un. Ça, c'est sûr. Donc, première chose, on peut regarder au niveau anatomique les dents et leur symbolique, à quoi elles servent, à quoi elles sont liées. Chaque dent, elle a une symbolique. Donc, on a plus ou moins 32 ou 35 dents et chacune, elle est liée à quelque chose. Ça, on trouve ça dans des bouquins, on regarde. Et puis après, on va questionner la personne. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer? Dans la majeure des cas, il y a un lien qui est direct et puis le problème est réglé. L'autre possibilité, il est moins sophistiqué, on va regarder quelles sont les dents qui sont tombées, donc à quoi elles servent. Par exemple, les maxillaires, les molaires, les prémolaires, les incisives, à quoi ça sert? Donc, voilà, il y en a qui servent pour parler, il y en a qui servent pour mordre, il y en a qui servent pour déchiqueter, il y en a qui servent pour mâcher. Et là, on va essayer de comprendre avec la personne qu'est-ce que dans sa vie fait que de ce côté-là, quel type d'informations, d'émotions qu'elle n'arrive pas à inciser, à mâcher, à avaler, voilà. Ça peut être tout un n'importe quoi. Et là, on a notre interprétation du rêve qui se fait d'elle-même. Ok. Donc, il n'y a pas, pour les dents, je dirais, d'interprétation. Après, on a Comme on peut lire dans les bouquins, par exemple, ou, enfin, je sais pas, moi, je sais que j'ai un livre, il me semble que les dents, c'est perte d'énergie. Oui, en général, c'est grave. Enfin, voilà, où, ouais, il va arriver quelque chose de terrible, quoi. C'est pas forcément il va arriver quelque chose de terrible, c'est peut-être il est arrivé quelque chose de terrible. C'est pas toujours, ça n'envoie pas toujours au futur, ça peut être quelque chose du passé. Quelqu'un, il y a son chien qui meurt et puis un mois plus tard, il a ses deux incisifs qui commencent à pourrir ou il se cogne, puis il les perd, ou en tout cas, il perd ses dents, quelle que soit l'origine ou la manière, mais il les perd. Donc, on cherche dans le futur, il n'y a rien, il ne se passe rien. 20 ans plus tard, il ne s'est rien passé. On pose quelques questions, on se rend compte que le mois passé, il y a son chien qui l'aimait tant, qui est mort, et puis il n'a pas su digérer cette information, il n'a pas su l'accepter, et puis il perd ses dents. Et c'est sa manière d'exprimer sa rage, à quelque part. Ce qui paraît plus logique. Là, je suis sur un vieux bouquin d'interprétation des rêves, justement, et c'est fou, hein, mais ils disent effectivement. Donc, je suis sur les dents qui tombent, mort d'un parent, disparition de toutes vos dents, toute la famille mourra avant vous. Donc, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a dents qui bougent, une maladie, cracher des gros ennuis dans la famille. Bon. Alors, pourquoi avant j'ai rigolé? Au fait, juste au-dessus, c'est marqué démon et c'est marqué chance en amour. Ça, c'est quand même pas mal. Rêver d'un démon, c'est de la chance en amour, mais les dents, par contre, c'est la mort. Alors, démon, ça vient, par exemple, pour démon, qui vient de démonium, qui veut dire esprit dans le vieux latin. Et esprit, il n'a pas de connotation négative. Ça, on remercie ceux qui s'habillent tout en noir et tout en blanc, qui ont inventé quelque chose qui s'appelle une religion. C'est à partir de eux que le démon, donc l'esprit, est devenu magnifique. Ok. Démon, donc les esprits, ça veut dire tout simplement esprit. Donc c'est les esprits de la nature. Il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui sont des fouteurs de troubles, et il y en a qui sont pas sympathiques du tout, qui peuvent être méchants. Mais mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas correct. Parce qu'il y en a qui sont sympas. Eh bien, super, effectivement. Alors, avec toutes ces clés finalement qu'on retrouve, le mieux, c'est de prendre des grandes lignes et des grandes symboliques et puis de se fier surtout à son vécu, à son histoire et à sa propre interprétation, en fait. Tout à fait. Alors, sa propre interprétation, c'est pas toujours très judicieux. C'est une bonne chose, mais c'est important d'avoir un certain connaissance, un certain entraînement là-dedans. Pour apprendre déjà à se connaître un minimum, pour apprendre à connaître les rêves récurrents ou les catégories de rêves récurrentes chez soi.
comme ça permet de faire de l'ordre rapidement. Je sais, ok, ça c'est intéressant, je m'attarde, j'essaie de comprendre. Ça, c'est du chenille, oups, je digère. Voilà, c'est fini, je n'y retourne pas. Donc, il y a besoin de ça. Et puis, pourquoi je disais que l'auto-interprétation, des fois, elle est un peu bancale, parce que si tu te poses la question, j'interprète mon rêve à partir de quelle grille de référence? La mienne? Voilà, et la tienne, c'est quoi ta grille de référence? C'est l'amas de conditionnement que tu as accumulé toute ta vie. Oui. Hein? Et un conditionnement, par essence, c'est quelque chose d'automatique. Donc, en tant qu'être humain, tous les grands systèmes philosophiques nous orientent à devenir ce qu'ils appellent, chacun à sa manière, l'homme, donc humain, pas homme masculin, homme et femme, il n'y a aucune différence là-dedans, à s'accomplir, à se libérer, à s'illuminer, à devenir intègre, à sortir des prises de tête duelles, donc à sortir des automatismes. Et ça, c'est pas possible si on n'a pas commencé à apprendre à se connaître pour en sortir. C'est tout un cheminement intérieur qui peut prendre toute une vie ou une demi-vie. Ça se fait pas en 2 stages, 3 mois. Si vous voulez gaspiller votre argent ou acheter de l'espoir, allez-y pour des stages de 2 mois ou d'une semaine ou de 3 modules ou tout ça. Tous, c'est de la grosse supercherie. Alors, tout ce type de stage va aider des petits, mais il n'y a aucun qui vous libérera complètement. Ça n'existe pas. Si c'était le cas, l'humanité serait libre. Déjà, même Bouddha lui-même n'a pas réussi. Il y a des gens qui se sont libérés post-Bouddha. C'est pas rassurant, mais c'est un côté rassurant quand même. Disons que c'est honnête. C'est pas pour rassurer, c'est pas pour faire peur, mais c'est juste honnête. Donc, pas dans cette vie en tout cas. Il y a besoin de s'investir là-dedans. Après, il y a des gens chez qui ça leur tombe comme un pot de fleurs sur la tête, mais ils sont plutôt rares. Pour la majorité, il y a besoin de fournir un effort personnel pour aller de l'avant depuis ce point de vue-là. Et ça demande beaucoup de travail et ça demande du travail en continu. C'est pas je fais mon stage ce week-end, après je fais n'importe quoi, après une année plus tard, tiens, la spiritualité c'est bon, je vais aller faire un autre truc, ainsi de suite. Là, on va nulle part. C'est un peu comme creuser plusieurs trous pour chercher de l'eau, on ne trouvera jamais. Par contre, si on reste à un endroit et on creuse longtemps, on trouvera soit de l'eau, soit des métaux, soit au bout du final, soit de la lave. Il y a quelque chose qui va sortir d'en bas. Et si on trouve un caillou, on sait que c'est vraiment pas le bon endroit, on se déplace. Ça, c'est une super belle image. Oui, effectivement. Donc voilà, ça demande du travail. Et pour l'interprétation, si je interprète mes rêves par rapport à mes conditionnements, ce ne sera que ce reflet-là et toute l'interprétation ne vaudra malheureusement pas grand-chose. Puis l'interprétation, elle va dépendre aussi peut-être de nos émotions. C'est-à-dire qu'on aura peut-être envie un matin en se réveillant de se dire « Oh là là, j'espère que ce rêve, ça veut dire quelque chose de positif. » Donc, on va aller peut-être piocher dans différents bouquins et trouver la signification positive qui va nous rassurer. Et puis, peut-être qu'un jour où on aura le moral à zéro, on va se dire « Allez, encore des emmerdes qui arrivent. » Là, on va aller chercher dans le bouquin et on va dire « Ah ben voilà, j'étais sûr, c'est quelque chose de… » Donc, peut-être aussi que notre propre interprétation peut varier aussi, même pour nous, en fonction de notre état émotionnel. Oui, tout à fait. Regarde, si tu es heureuse, amoureuse, que tu fais un rêve plus ou moins neutre, il sera teinté de ton énergie. Donc, tu vas le voir avec des yeux en cœur et puis en rose. Donc, tu envoies une énergie positive qui te sera reflétée au travers de ce rêve. Maintenant, exactement le même rêve, mais tu t'es discuté, sexuellement ça a mal marché, ta voiture a crevé, ton chat s'est barré, etc., etc. Tu fais le même rêve le lendemain matin, je sais pas, cette saloperie. Et voilà, il sera teinté de ce type d'énergie. Et puis, dans les deux cas, tu es à 100% vrai parce que tu fais refléter ce qui est en toi. D'un autre côté, ton interprétation n'a pas été impartiale parce qu'elle a été teintée par ton émotionnel, plus par tout ce dont tu es conditionné. Voilà. Bon, écoute, donc, on va discuter pendant des heures et des heures, tellement c'est passionnant ce sujet. Franchement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta présence parce que
franchement, ouais, comme dit Verena, on pourrait y passer la soirée là, à t'écouter. Hein. C'est juste passionnant. Et tu as une façon d'en parler, de présenter les choses et de nous faire partager ça qui est juste exceptionnel. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, j'espère qu'on pourra te réinviter ou te retrouver parmi Avec plaisir, selon ce que vous avez comme thème, bah, vous me faites savoir. On pourrait aller gratouiller du côté de l'ésotérisme. Hein? Ah oui, je veux bien. Donc, Tout ce que vous voulez. Pour moi, je dirais là où je peux être relativement utile, ben, tout ce qui est plus ou moins ésotérisme, tout ce qui est plus ou moins chamanisme, tout ce qui est plus ou moins santé et spiritualité. Bah, magnifique. C'est génial. Parfait. Vraiment un grand merci pour tout cet éclairage sur les rêves. Et pour moi, la conclusion, c'est qu'effectivement, il faut écouter nos rêves, il faut être capable de s'en servir pour avancer. Mais comme tu disais très justement, si on doit en parler à quelqu'un, faire attention et privilégier aussi le côté professionnel pour pouvoir vraiment utiliser ce rêve à bon escient et pas qu'au contraire, ça nous empêche d'avancer ou ça nous mène sur un mauvais chemin. Donc, nos rêves sont précieux, donc utilisons-les derrière de façon précieuse aussi. Et puis, juste une petite conclusion par rapport aux rêves, c'est que les rêves, même les rêves qui sont prémonitoires, catastrophiques et autres, il n'y a pas de mauvais rêves. C'est toujours une tentative de dialogue de nous-mêmes à nous-mêmes qui nous invite à développer des outils d'auto-écoute et surtout de développer le bon traducteur de ce que nous-mêmes on se raconte et d'avoir surtout le bon traducteur parce que la partie qui est en nous, qu'on ne perçoit pas, donc on va appeler le subconscient, il a un autre langage qui est différent de la partie qui est plus instruite et plus conditionnée qu'on va appeler le conscient. Et c'est l'interface entre deux qui fait qu'il y a ce gros problème. Et l'interface entre deux, c'est le traducteur. C'est comme vous mettez nous trois maintenant, puis on se rajoute un chinois, on va causer tous de la même chose, mais on ne va pas du tout se comprendre. Donc on pourra se taper dessus ou dire oui, amen à tout, mais on ne comprend que dalle. Alors que si on a un interprète, tout d'un coup ça devient fluide. Avec le rêve, c'est la même chose. Et le meilleur des interprètes, c'est soit quelqu'un de sage, mais avant, c'est quelqu'un qui, ou soi-même, c'est d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à observer au travers du temps, de développer les bonnes clés et après d'aller les comparer avec des bouquins, avec des gens qui travaillent là-dedans, jusqu'à que notre propre système, de notre propre lecture nous devienne clair à nous-mêmes. Et une fois que celui-là il est clair, ben pour nous c'est bon. Après, pour quelqu'un d'autre, je ne vais pas lui dire ce qui est bon pour moi, qui sera pareil pour lui, pour elle. Mais par contre, je vais essayer de l'orienter pour se trouver son propre chemin pour ses propres outils. À partir de là, tout le monde est content. C'est du coaching. Quoi. Voilà, et le monde sera heureux. Donc là-dedans, j'y gagne rien, j'ai raison de rien, si ce n'est que j'ai pu indiquer un chemin. Mais le chemin, c'est la personne qui le fait. Je ne l'apporte pas. Ça, c'est tellement vrai. Oui. Quelle sagesse. Merci. Sur ce, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Bonne soirée et peut-être à une prochaine. Bonne soirée et avec grand plaisir à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, on va clôturer aussi. Voilà. On va vous dire quel beau live. Franchement, j'ai adoré ce moment. C'était juste exceptionnel. Franchement, c'est magnifique. Alors, rendez-vous très prochainement pour un autre live. Une prochaine vidéo sur un thème. Qui sait où on va aller. Pourvu qu'on aille avec vous. C'est ça. Prenez soin de vous. On vous fait des bisous. Et brillez les stars. Ciao.